Bonjour à tous les internautes qui nous font le plaisir aujourd'hui de venir nous retrouver pour ce chat sur l'autorité parentale. Avant de démarrer et de regarder toutes les questions que vous nous avez envoyées, elles sont nombreuses, donc le thème a plu ou intéressé. Je voudrais juste rappeler que la Fondation Mustela existe depuis 1982. Elle est placée sous l'égide de la Fondation de France et elle a pour mission d'accompagner le développement de l'enfant partout dans le monde et la parentalité. C'est une fondation qui s'appuie sur les professionnels de santé de l'enfance et les accompagne au quotidien dans l'exercice de leur métier. Donc aujourd'hui, c'est un chat sur l'autorité, vous l'avez compris. Il y en a plusieurs que nous avons déjà réalisés qui sont sur notre site internet fondationmustela.com. Donc je vous invite à aller les regarder parce qu'ils peuvent vous accompagner effectivement dans la parentalité. Et aujourd'hui, j'ai pour animer ce chat le plaisir d'accueillir Manon Zafalichine, qui est psychologue, psychothérapeute, et donc à qui je vais effectivement poser toutes les questions que vous nous avez adressées. Donc Manon, la première question est la suivante. Comment faire pour que mon fils m'écoute sans crier ? Comment avoir de l'autorité sur lui ? Y a-t-il des moyens pour lui faire comprendre pourquoi on lui interdit certaines choses, lui faire comprendre que c'est pour son bien et que, quelquefois, c'est dangereux ? Bonjour d'abord. Alors, sans crier, ça c'est la grande question. Les parents aimeraient la plupart du temps pouvoir imposer leur dite autorité sans avoir à hausser la voix. En effet, il semblerait que ce soit important pour que le message de l'interdiction, par exemple, passe le mieux, qu'il n'y ait pas à crier. Écoutez, crier, c'est aussi poser sa limite, mais à la fois, il faut limiter le cri. Le mieux étant de faire passer un message à son enfant en lui disant pourquoi dans la plupart des cas, mais en même temps, il y a des interdits qui font qu'on n'a pas à expliquer pourquoi. Donc crier, ça peut être juste un mouvement pulsionnel parce qu'à un moment donné, ce n'est pas adapté et en même temps, la plupart du temps, pouvoir le dire sans que cette impulsivité prenne le dessus et parler et donner du sens. Là, la deuxième question de Dewand. Ma fille de 22 mois s'oppose beaucoup à nous, avec le non, papa non, maman non. Peut nous taper quand elle n'est pas d'accord ou contrariée. Nous lui expliquons qu'il ne faut pas taper. Quand elle continue, nous la mettons au coin, ce fameux réflexe qu'ont beaucoup de parents. Et elle revient pour faire un bisou, mais ça ne l'empêche pas de recommencer. Alors il y a la question autour de l'autorité quand même qui se pose de l'âge. En effet, on n'impose pas une autorité parentale de la même manière à un enfant de 0 à 12 mois, à un enfant de 12 mois à 2 ans, la fameuse période du non, et c'est le cas de cet enfant ici, ou à un enfant entre 2 et 4 ans, puis après entre 6 et 7 et encore très différemment à l'adolescence. Là, cet enfant a 22 mois, donc c'est la période dite du non, évidemment. Elle a envie d'imposer son style, elle a envie de montrer qu'elle sait. Et c'est compliqué d'imaginer qu'on puisse s'opposer à son non. Le meilleur moyen serait sans doute de trouver pour elle un autre intérêt dans quelque chose qui la détournerait de ce qu'elle a décidé. Quant au fait de mettre au coin, à mon sens, il y a dans l'idée que les parents mettent au coin quelque chose de très humiliant. Peut-être que mettre un enfant dans sa chambre ou dans une pièce à part, en lui disant tu réfléchis, et quand tu auras compris pourquoi je t'ai dit non, tu reviendras, quand tu seras calmé, ce serait plus efficace. Parce qu'il y a cette idée de l'humiliation quand même devant, soit à la maison, devant la famille. On met un enfant dans un coin, tout le monde a tendance à le regarder, et l'enfant est tenté aussi de regarder. Il y a ces jeux de regard qui font que bon, ça c'est souvent compliqué, et puis c'est compliqué de réfléchir quand on n'est pas seul avec soi-même. D'accord. Est-ce qu'il peut arriver que des enfants sont violents envers les parents, enfin peuvent avoir une forme de violence, et quand ils sont violents avec eux-mêmes, ça arrive aussi à certains moments. Qu'est-ce que vous recommandez là ? Alors, un enfant qui serait violent avec lui-même serait certainement
un enfant qui ne veut pas être violent avec l'autre, donc en l'occurrence avec ses parents. Effectivement, il y a des enfants qui tapent les parents. Il est impératif qu'un parent dise qu'on ne tape pas. Mais alors en disant qu'il ne tape pas, il ne tape pas à son tour, ni sur la main, ni... Voilà, on ne peut pas faire d'injonction paradoxale. On ne peut pas dire tu ne tapes pas, je te tape en échange. L'enfant serait perdu. Même la petite tape comme ça, même la petite tape, ça n'est pas possible. Ça ne va pas dans le sens de ce que l'on dit. Donc, il faut que l'enfant s'y retrouve. Ensuite, vous m'avez posé une question complémentaire. C'était sur les violences envers eux-mêmes. Oui, évidemment, pardon. C'est très important de dire à un enfant qu'il est interdit, et je pense que le mot interdit n'est pas assez rentré dans le langage de l'autorité parentale. C'est un mot qu'on peut pas dire pour tout et n'importe quoi, mais en tout cas, il est interdit de se faire du mal, de faire du mal à l'autre. Et un enfant est très capable, même tout petit, de comprendre ce mot interdit. Dire il est interdit de te mettre en danger, il est interdit de te faire mal à toi-même, ça me semble assez efficace. Avec le mot interdit. Oui. D'accord. La question suivante tourne autour de la différence lien enfant-parent suivant la personnalité de l'enfant dans une fratrie importante. Pourquoi, une maman se pose la question, pourquoi en fait les liens sont-ils différents dans une fratrie ? Alors les liens sont différents dans une fratrie, probablement parce que déjà on n'est pas parents deux fois de la même manière, qu'un enfant arrive dans une famille dans des contextes forcément différents, que dans la filiation et dans l'histoire de la mère elle-même, en fonction de sa place dans la fratrie, sa propre fratrie par exemple, en fonction de ce que représente cet enfant pour elle. Parfois même en fonction du sexe de l'enfant, elle n'aura pas les mêmes enjeux. Et puis il y a un élément qu'on peut pas mettre de côté, c'est le caractère propre à chacun des enfants. Deux enfants sont pas identiques. On a beau les éduquer de la même manière, chacun aura son style. Donc ça veut dire que dans une fratrie, le mode autoritaire des parents ne va pas agir de la même manière suivant la personnalité de l'enfant et le lien qu'il a avec ses parents. Il est probable que ça ne se joue pas de la même manière, et j'irais même jusqu'à l'idée qu'en fonction de sa place dans la fratrie, les enjeux pour l'enfant même ne sont pas les mêmes. Un premier sait qu'il est le premier. En général, le premier a le plaisir d'être celui qui était attendu comme l'enfant, pour lequel on a beaucoup de projets. Et en général, l'autorité est assez réfléchi et endurci, et en même temps c'est lui qui a permis de passer par des erreurs qui font qu'on va changer de mode d'autorité. Le deuxième par définition est le deuxième, donc on peut pas imposer une autorité identique, d'autant plus qu'il nous voit éduquer le premier. Donc et le troisième, parfois il y a un retour en arrière. On peut pas être deux fois le même parent, et l'enfant le sait très bien. Après, il y a la problématique autour de ses propres enfants et des enfants de son compagnon, quand on refait sa vie, des familles recomposées. Donc, une personne se pose la question de savoir si elle doit avoir la même autorité sur ses enfants et sur les enfants de son compagnon, voire si elle ne doit pas s'occuper d'avoir de l'autorité avec les enfants de son compagnon et qu'elle doit laisser son compagnon le gérer. Je pense que ça peut être, bien sûr, l'inverse pour une compagne, hein, bien évidemment. En effet. Alors là, c'est difficile de répondre en dehors des contextes de ces questions. Il apparaît quand même qu'un enfant qui est élevé dans une famille, certes recomposée, a quand même un père ou une mère dans une autre partie de sa vie. Oui. Donc, en effet, quand on accueille un enfant et qu'on est son beau-parent, on ne peut pas faire fi des règles qui sont ceux de la famille. Il y a des questions de règles, de respect, de loi, d'écoute, qui, à mon sens, peuvent être imposées par un beau-parent. Ensuite, des questions qui seraient plus de l'ordre des grandes décisions pour un enfant, et donc qui ne sont pas les questions d'importance, peuvent être effectivement prises par le beau-parent, et par le parent qui reste de l'autre côté de la famille. Tout ça est un enjeu aussi à discuter avec le parent de cet enfant. Mais une mère qui s'occuperait seule, par exemple, un après-midi, de ses enfants et de ses beaux-enfants, ne pourrait pas faire de différence. D'accord.
Une autre problématique, c'est que dans certaines familles, on a l'impression que l'enfant va tester davantage l'autorité de la maman versus l'autorité du papa. Est-ce que vous pensez qu'il y a une réelle question derrière cela? Il y a une réelle question. La question est celle du papa et de la maman. Un père et une mère ne sont pas interchangeables. On a ce fantasme aujourd'hui de penser que les parents sont des parents. On parle beaucoup des parents. Une mère reste quand même la personne privilégiée la première année, celle qui va prodiguer la plupart des soins, et un père va être du côté davantage de l'interdit, des limites. Le père est celui qui ouvre au social. Ce sont tous ces enjeux, et une fois plus, le caractère des parents fait qu'un enfant va sentir une faille à un moment donné dans l'autorité et va s'y engouffrer. D'accord. Il y a une autre problématique autour de la propreté. Il y a des enfants pour lesquels c'est un non catégorique. Y a-t-il un âge, une période au-delà de laquelle on peut accepter, ou est-ce que l'adulte a un moyen de contourner ce non systématique pour que l'enfant accède petit à petit à la propreté? Devant cette problématique, comment doit-on se comporter? Alors, si vous voulez, la propreté, elle fait partie des grands moyens de maîtrise des enfants. Donc, il va y avoir pour certains l'alimentation, pour d'autres le sommeil, pour d'autres encore la propreté. Ce qui concerne la propreté, on est en France, en l'occurrence, dans un pays où il est nécessaire que l'enfant soit propre à l'entrée à l'école. Donc il y a cette idée que, impérativement, il doit être propre à 3 ans. Il me semble que plus le parent va être tranquille avec l'idée que son enfant soit propre, une expression un peu particulière, en France, hein, en tout cas aille sur le pot, qui est une nécessité en soi. Effectivement, un enfant peut accéder à la propreté à partir du moment, dit-on, où les dents ont commencé à pousser et où il va marcher, il va monter les marches en réussissant à les alterner droite et gauche. Il semblerait que ce soit un des signes qui font qu'un enfant pourrait commencer à être propre. Mais encore faut-il qu'il soit prêt dans la tête. Et une mère peut pas décider que son enfant soit prêt. Donc c'est encore une fois à deux que ça se joue. À partir de quel âge un enfant teste ses parents? J'ai envie de dire à partir du début, à partir de sa naissance. Sauf que il n'y a pas d'enjeu ni de caprice chez un enfant. En tout cas, la première année, on ne peut pas imaginer qu'un enfant joue avec les limites de ses parents. Un enfant de jusqu'à 12 mois, on doit lui prodiguer de l'amour. Les Américains, les Anglais, les anglophones disent le caregivers. Le parent, c'est celui qui prodigue les soins. Donc, effectivement, un enfant va jouer avec les limites à partir d'un an, 1 an et demi, mais pas avant. Et à partir du moment où il joue avec ses limites, là, les parents, le risque, c'est qu'il les trouve, il va les chercher. Et il veut juste la confirmation que ses parents l'aiment assez. D'accord. Est-ce que la jeunesse de parents peut influer sur l'autorité, c'est-à-dire des parents très jeunes? Est-ce qu'il peut y avoir un problème quand les parents sont très jeunes et versus quand des parents sont trop âgés? Est-ce qu'il y a une, entre guillemets, est-ce que l'âge joue Est-ce qu'il y a une tranche idéale Oui. pour être parent, une tranche d'âge? Oui. Je crois pas, non. Non. On peut avoir affaire à des parents d'une vingtaine d'années qui soient extrêmement serrés, on va dire, avec Oui. une autorité très imposée parce que avec de grands idéaux, Oui. et à l'inverse, des parents beaucoup plus âgés et qui pourraient être tout aussi stricts avec des désirs de grandeur pour leurs enfants, et à la fois qui sont devenus plus sages que des jeunes parents et qui pourraient être très laxistes, et au contraire des jeunes qui ont envie de faire un peu comme ça. Je crois pas non que l'âge joue, c'est très intérieur tout ça. Et puis ça renvoie à la propre autorité qu'on a reçue de ses parents. Bien sûr. Est-ce que l'autorité à l'école peut pallier aux carences de l'autorité à la maison? Ça, c'est une belle question. C'est compliqué. Alors, les enfants sont tout à fait capables de faire la différence entre les règles à la maison, les règles à la crèche, pour les petits, à partir de, on va dire,
10 mois, 12 mois, et puis l'école. Par contre, il est évident que répondre à l'autorité pour un enfant, c'est aussi avoir accès à une espèce de paix intérieure qui fait que on comprend l'autorité parce que on l'a reçue aussi par amour. Un parent qui impose des règles est un parent très souvent rassurant. Et à l'inverse, un enfant qui n'aurait jamais eu l'autorité imposée à la maison, il me semble compliqué pour un enseignant de l'imposer à l'école. D'accord. Dans votre exercice au quotidien, quelles sont les questions? Est-ce que vous avez des questions récurrentes, fréquentes, qui vous sont posées par des parents, par des mamans, des vraies problématiques liées à l'autorité qui reviennent régulièrement? La question du sommeil est assez centrale, en effet, à tous les âges, en tout cas à tous les âges, j'ai envie de dire, même jusqu'à 11-12 ans. Parce que, une fois, c'est ce que je vous disais, le sommeil, comme l'alimentation, comme la propreté, alors évidemment la propreté jusqu'à 5-6 ans, hein, les problèmes d'énurésie avant 5 ans sont pas des problèmes en soi, mais peuvent être problématiques. Mais en effet, je reçois donc autour du sommeil des parents qui me disent, voilà, mon enfant... Très souvent, ce sont les grands-parents qui donnent leur avis sur leur expérience en disant à la sortie de la maternité. Voilà, les grands-parents, voilà. Ils ont de grands avis en général sur l'autorité de leurs propres enfants ou beaux-enfants. Oui. Et ça peut être très problématique parce qu'une femme qui devient mère, là je donne l'exemple d'une femme, ça vaut pour un père aussi, a besoin aussi de ressentir en son sein qu'elle est capable d'imposer son style. Et les grands-parents peuvent effectivement imposer, dire à une mère, mais arrête de le prendre tout le temps, tu vas l'habituer. Ça, c'est une fausse idée. Et c'est important de souligner qu'on parle d'autorité aujourd'hui, mais l'autorité, c'est prendre soin de ses enfants. L'autorité, c'est leur permettre la découverte du monde sans les dangers, c'est leur permettre d'expérimenter aussi ses propres limites pour l'enfant. Ça se fait dans le respect, ça se fait dans l'ouverture. Donc l'autorité, ça peut être très positif. Et des grands-parents qui donnent leur avis à tout va, pourquoi pas, pour peu que ça déstabilise pas trop les parents, et surtout pas devant les enfants, leurs petits-enfants. Et vous voulez dire aussi que les grands-parents doivent avoir un rôle d'éducation au niveau de l'autorité, ou c'est plutôt aux parents quand même? Ah non, les grands-parents n'ont pas, je me suis sûrement mal exprimée, les grands-parents n'ont pas à avoir de rôle éducatif. D'accord. Encore qu'un enfant qui partirait 15 jours en vacances chez ses grands-parents, il doit retrouver pas tout petit, hein. Il doit retrouver cette notion. Alors, c'est comme ce que je vous disais sur la crèche et l'école. Les enfants savent que les règles changent, ils s'adaptent très bien aux règles. Le tout, puisque c'est intériorisé. Donc, ils connaissent les règles de la maison. Ils savent jusqu'à quel point ils peuvent aller et à quel endroit et à qui ils s'adressent. Donc ça peut être délicieux d'aller chez des grands-parents très permissifs, qui vont donner des autorisations de se coucher tard, de manger des bonbons ou de se rouler dans la boue. Et pourquoi pas, ça seront des souvenirs délicieux. Mais les enfants savent très bien que ça ne sera pas la même chose à la maison. Alors il y a une question... autour de la théorie du genre. Et la question est, est-ce qu'il faut exercer la même autorité face à un garçon et à une fille? Alors, c'est très à la mode. L'autorité n'a pas de sexe, à mon sens, quand même, justement, puisque l'autorité, c'est ce que je disais, c'est poser des limites. Il n'y a pas plus de limites pour une fille que pour un garçon. Après, effacer le genre, ce serait dommage, puisque une petite fille, un petit garçon, une jeune fille... un jeune homme et un homme et une femme ne sont pas évidemment les mêmes. Et la relation aux parents, à la mère, au père va varier en fonction de l'évolution. Donc la période dite oedipienne, quand même, justement, à partir de 2 ans et demi pour les plus jeunes jusqu'à 5 ans, elle se joue pas du tout de la même manière pour les petites filles et pour les petits garçons. Comment se faire respecter face à l'insolence? Je trouve que ça rejoint un petit peu le côté un peu violence. Mais bon, après, l'insolence, c'est pas forcément de la violence non plus. Mais est-ce qu'il y a une manière de réagir? La question de l'insolence, elle est très liée une fois de plus à l'âge. On imagine mal que l'insolence puisse apparaître dans une relation avant 6-7 ans. Là, en l'occurrence, c'est 6-8 ans. Voilà.
Une fois de plus, là, c'est une manière pour l'enfant de trouver cette limite du parent. Parce que pour l'enfant, quel est l'enjeu? C'est quand même de vérifier jusqu'à quel point le parent l'aime. Hein. L'insolence, c'est interdit. Enfin, ça fait partie des choses qui sont impossibles. C'est très énervant pour un parent. Mais je pense que répondre avec le plus grand calme et en rappelant que chez soi, il y a des règles. Et chez nous, on se parle pas comme ça. Ça peut être tout à fait juste et ajusté. On ne parle pas à ses parents comme on parle dans la cour de récréation. D'accord. Une autre maman se pose la question, à force d'interdire ou de gronder, est-ce que l'enfant ne va pas prendre l'habitude en fait de ça et bon, au final, ça ne lui fera plus rien? Oh si, probablement, effectivement, si ça devient le mode de communication. Bon, tout le monde crie, tout le monde s'énerve, et puis vous savez, les enfants, ils peuvent découvrir bien tard que c'est différent ailleurs, chez les autres. Donc, si c'est le style de la maison que de crier et de punir, ça va devenir normal. Je suis assez mitigée sur la question de la punition. Est-ce qu'une punition doit intervenir avant justement 6-7 ans? C'est une réelle question, parce que on peut punir, mais sur des choses qui ne sont pas vitales. À mon sens, on ne punit pas sur la nourriture, quand même, parce que un enfant qui ne se nourrit pas, c'est problématique, et sur le salé et sur le sucré. En fonction du lieu, on punit pas n'importe où non plus. La punition, elle doit avoir du sens et elle doit être, à mon avis, très ponctuelle, et que l'enfant comprenne ce pourquoi on le punit, et que effectivement, ça le frustre. Mais interdire de tablette ou de télévision, ça n'a pas le même impact qu'interdire de jouer. On n'interdit pas de jouer. Ça, il y a des parents qui confisquent les jouets. C'est terrible, parce que le jeu pour l'enfant, c'est quand même le lieu de symbolisation. C'est là que s'exprime son imaginaire, sa pensée. C'est là qu'il faut faire attention de ne pas lui supprimer non plus des jouets trop tôt, autre chose? Alors, supprimer des jouets, je pense qu'on n'a jamais à le faire, parce que ça touche à l'univers intime de l'enfant. Et qu'un enfant, félicitons-nous justement de voir nos enfants jouer et être dans les jeux symboliques. Hein. Je parle vraiment de jeux créatifs. Et supprimer les jouets, c'est supprimer une part de lui-même. Ça paraît un peu fort, mais il y a une marque d'attachement de l'enfant pour le jouet qui est une vraie blessure narcissique. Et par exemple, une maman qui rencontre des problèmes avec son enfant quand elle fait ses courses dans des grands espaces et où elle a un peu honte parce qu'elle elle sait pas, elle fait des caprices, etc. Qu'est-ce que vous lui conseillez à cette maman? Déjà, j'ai beaucoup de compassion pour elle, parce que tous les enfants le font. Oui. Ça, je crois qu'on se sent assez seul au monde quand cela arrive, surtout qu'il y a toujours le regard des autres qui est très gênant. Ce que je lui conseillerais, c'est peut-être... sur le coup, on peut pas grand-chose. Une fois que c'est parti, en général, on a du mal à calmer un enfant. Surtout ne pas répondre à ce qui a généré ce coup d'énervement. Si c'est pour des bonbons, un jouet, surtout ne pas céder par peur. Mais en tout cas, en sortant du magasin, en rentrant à la maison, une fois que tout le monde est calmé, parce que c'est pas la peine dans la tourmente d'essayer d'y répondre, personne n'entendra rien. Une fois calmé, qu'on revienne quand même sur l'événement, et ça me semble juste pour tous les accès de colère, qu'on revienne sur ce qui s'est passé. Les parents peuvent s'excuser parfois d'avoir eu des mots trop forts, des gestes trop brusques, mais revenir donc sur ce qui s'est passé, essayer de comprendre avec l'enfant et le mettre en garde avant de rentrer dans le magasin la fois suivante. D'accord. Là, c'est une problématique très actuelle des familles homoparentales. Si le père et la mère ont chacun un rôle défini, que fait-on quand il y a deux mères ou deux pères? En fait, je ne comprends pas vraiment le sens de la question. Je pense que la personne a voulu demander qui a l'autorité, s'il y a deux mères. Voilà. C'est un peu comme dans toutes les familles hétéroparentales. Je veux dire, effectivement, je le disais tout à l'heure, le père a un rôle en soi, la mère a un rôle en soi, mais c'est tellement inscrit en nous que c'est difficile comme question. Une mère qui est seule toute la journée avec un père qui rentre tard va être obligée d'imposer une autorité à un moment donné. Je suis pas certaine qu'il y ait lieu que ce soit deux femmes qui vivent ensemble, deux hommes qui vivent ensemble. Pour vous, l'autorité,
Elle va se faire, de manière indifférenciée chez les deux parents. Chez les deux parents. À moins que dans cette famille, on ait décidé qu'un parent soit plus maternel, ou que ça soit fait comme ça, plus maternel, et un autre plus paternel, dans le sens de la bisexualité psychique. Là, il y a une autre problématique qui est intéressante. C'est une personne en fait qui explique que son mari, on la trouve pas assez ferme sur l'éducation. Lui, il a reçu une éducation traditionnelle. Il ne punit pas les enfants, mais il les menace de punition. Voilà. Donc c'est la menace. Donc il n'a pas envie d'aller jusqu'au bout. Donc il contredit pas trop sa femme quand même. Et tout le monde s'énerve. Comment le convaincre ou trouver un juste milieu? Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Trouver un juste milieu, ce serait quand même ce qu'il y a de mieux, plutôt que d'essayer de le convaincre, puisque lui n'a pas eu cette expérience-là. C'est sans doute qu'il ne comprend pas non plus comment faire autrement. Ce que j'entends dans la question, c'est qu'il y a une menace répétée. La menace, elle sert à rien. Soit on menace une fois en disant que ça va arriver, et ça arrive. Alors qu'est-ce qui arrive? Cette punition pour la tablette, pour la télé, pourquoi pas? Le mieux, c'est quand même que les parents se retrouvent tous les deux et essaient de trouver un juste milieu. Je l'ai dit, chacun son style, mais le couple parental a à trouver quand même des solutions qui leur conviennent à tous les deux. Alors, comment gérer les bêtises répétitives en l'absence d'un centre d'intérêt avec lequel on peut monnayer? En cas de bêtises, on le menace dans le privé, mais vous avez répondu tout à l'heure parce que en réalité... Tous les enfants ont quand même un centre d'intérêt. Et vous ne préconisez pas de supprimer les jeux Une fois de plus, je crois que les écrans sont un peu le luxe de notre société, qui ne sont pas des indispensables et peuvent être nocifs s'ils sont consommés de manière trop importante. Donc profitons-en. Si un enfant a l'habitude d'être sur l'ordinateur, à faire des jeux 2 heures par jour, c'est déjà énorme à 8 ans, par exemple. Donc, voilà, ça c'est un mode de punition qui me paraît adapté. Et justement, c'est important, puisqu'on est autour de l'autorité parentale, de souligner que des enfants qui mangeraient trop de sucre, qui auraient trop de soda et qui seraient trop devant les écrans sont plus difficiles à maîtriser. À canaliser, d'accord. Exactement. D'accord, mais c'est un élément important, ça. Je pense, oui. Le manque de sommeil également. Manque de sommeil, les boissons très sucrées, les tablettes, oui, c'est ça? Oui, il y a beaucoup d'enfants qui boivent beaucoup de soda et qui arrivent dans des cabinets de psychologues, de pédopsychiatres pour une forme d'hyperactivité. Et déjà, si on arrêtait les excitants, bon, ça apaiserait sur le plan physique. D'accord. C'est intéressant. Une enfant qui est hyperactive... Est-ce qu'il faut toujours lui dire non, ou est-ce qu'il faut choisir son non, entre guillemets, pour ne pas trop l'abrimer, ou est-ce qu'il faut, voilà, quand ça n'est pas bon, quand il faut pas, il faut dire non? Alors, il y a des enfants hyperactive, déjà, c'est une vraie question, parce que qu'est-ce que c'est que l'hyperactivité? C'est une question quand même un peu complexe d'y répondre comme ça. Une enfant qui bougerait beaucoup, peut-être, oui, il faut lui dire non. Une fois de plus, je crois qu'il faut avoir en tête que les interdits ne sont pas extensibles à tout. Il y a un moment où il faut un peu lâcher sur ce qui n'est pas indispensable et ce qui est moins important pour que l'enfant ne soit pas toujours frustré. Et plus l'enfant est effectivement excitable, et plus la frustration sera difficile à gérer. Donc ça peut nourrir la frustration et nourrir l'excitabilité. Donc c'est le chien qui se mord la queue. Bien, écoutez, ce chat touche à sa fin. Si vous aviez un dernier conseil, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, qui pour vous paraît important, vous auriez envie de dire quoi à nos internautes? Peut-être la dimension du corporel. Beaucoup de parents, on sait bien qu'il y a eu des questions autour de la fessée, de toutes ces choses-là. Moi, je reçois des parents qui disent « Moi, j'ai eu des fessées, ça ne m'a pas tué ». Je trouve que la phrase est lourde quand même. Non, évidemment, ils sont pas morts. On n'a pas dit ça. Mais il y a d'autres manières bien plus efficaces que de donner une fessée. En l'occurrence, donner du sens, ça me semble important. Que les parents s'autorisent à faire des erreurs, parce qu'on n'est pas tout puissant. Un père suffisamment bon, une mère suffisamment bonne, voilà, c'est déjà énormément. Et avoir en tête que le parent est quand même la référence pour son enfant. D'accord.
Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Et je remercie tous les internautes qui nous ont suivis. Et je leur donne rendez-vous une autre fois pour un autre chat sur un autre thème. Au revoir.